Eh bien, j'ai le grand plaisir d'introduire une conférence de Loïc Briand. Alors, Loïc Briand, je vais être très très bref parce qu'il a dans son diaporama que j'ai déjà visionné des diapositives qui le présentent. Donc, très rapidement, par sa formation, c'est un biochimiste et un biologiste moléculaire des protéines. Après avoir fait sa thèse de doctorat dans un laboratoire de Nantes, où il a travaillé sur une enzyme protéolytique, la trypsine, et sur ses modifications, puis un stage postdoctoral. Il a été recruté dans mon équipe à l'INRA de Juan-Josas en novembre 1997 comme chargé de recherche, euh, avec comme objectif l'étude des bases moléculaires de l'olfaction et de la gustation. Ce thème est demeuré le sien depuis lors. Donc, il étudie, il est entré à l'INRA de Dijon en 2007, où il a animé l'équipe flaveur de la molécule au comportement. Il étudie les mécanismes moléculaires qui sous-tendent la perception des molécules odorantes et sapides. Il s'intéresse aux récepteurs olfactifs et gustatifs, ainsi qu'aux protéines sucrées et modificatrices du goût. Il s'intéresse aussi au rôle de protéines de liaison aux odorants dans l'olfaction. Et plus récemment, ses recherches se sont portées sur le rôle des récepteurs du goût dans l'organisme en dehors de la bouche. Donc, c'est de ces questions dont il va nous entretenir. Mais pour conclure cette introduction, je voudrais le remercier de l'effort qu'il fait en venant ici, car depuis cette année, il est directeur du Centre des sciences du goût et de l'alimentation de Dijon, qui, comme il va vous le montrer, est un énorme laboratoire de 200 personnes, qui n'est donc pas une mince affaire à diriger. Donc, je le remercie d'avance et je lui laisse la parole. Merci Jean-Claude. Je voudrais te remercier Jean-Claude pour m'avoir invité et pour avoir organisé ce séminaire. Donc, diapositive suivante. Donc, je vais vous parler de la perception de la saveur. Alors, donc, bon, je vais très vite, hein, Jean-Claude a tout dit. J'ai fait ma thèse à l'INRA de Nantes, ensuite j'ai fait un postdoc à l'Université de Glasgow. Et donc, j'ai été recruté dans l'équipe de Jean-Claude en 1999. Donc, je vais commencer à m'intéresser à l'olfaction et on a étudié avec Jean-Claude des protéines de liaison aux odorants. Donc, en 2007, j'ai rejoint le CSGA à Dijon. Donc, le CSGA, c'est le Centre des sciences du goût et de l'alimentation. Vous voyez ici les trois bâtiments. Donc, c'est une unité d'assez grande taille, donc, sous la co-tutelle de l'INRA, l'Université de Bourgogne, qui vient de fusionner avec l'Université de Franche-Comté, le CNRS et aussi l'école AgroSup. Donc, pour vous donner une petite idée un petit peu de la taille de l'unité, on est environ 220 personnes. On inclut donc 70 chercheurs et enseignants-chercheurs, 70 ingénieurs techniciens et aussi le personnel administratif, qu'il ne faut pas oublier, qui est important. Et on a en ce moment 27 doctorants et puis une quinzaine de postdocs. Donc, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre tout ce qui sous-tend la perception des aliments et le comportement alimentaire. Et donc, on s'intéresse à tous les phénomènes qui vont de la physico-chimie en bouche aux phénomènes moléculaires, cellulaires, y compris neuronaux, qui sous-tendent le comportement et la perception. Donc, il y a trois grands champs disciplinaires. Donc, tout d'abord, la science des aliments. Donc, on a une équipe qui est spécialisée dans l'étude de la libération en bouche des stimuli aromatiques, par exemple l'étude du rôle de la salive. On a donc des biologistes comme moi qui s'intéressent aux bases biologiques au nom de la détection sensorielle. Et puis, on a aussi des collègues qui font de l'éthologie, c'est la science du comportement, et aussi de la psychologie pour étudier l'effet de la culture, des émotions, de la cognition. Donc, on a un seul sujet d'étude finalement qui est l'être humain, et on a des approches multidisciplinaires vraiment très, très variées. Donc, pour cela, on étudie aussi quelques modèles animaux, tels que les rongeurs, donc rats, souris, et on a aussi, c'est un petit peu original, on étudie aussi le modèle drosophile pour essayer de comprendre les mécanismes de l'olfaction et de la gustation. La drosophile paraît très, très éloignée de l'être humain, mais néanmoins, il y a pas mal de mécanismes physiologiques et biochimiques qui sont conservés, donc c'est un organisme qui est vraiment très, très important. Donc, moi, personnellement, non, je parle plus dans le micro, pardon. Donc, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, ce sont les récepteurs du goût, je vais vous en parler. Donc, sucré, amer et aussi umami, je vous en donnerai quelques mots au sujet de la saveur umami qui est un petit peu moins connue.
Je m'intéresse aussi aux molécules sapides telles que les édulcorants, les exhausteurs. Je vous parlerai de petites protéines au goût sucré. On dit qu'en général, une protéine pure n'a pas de saveur, mais en fait, il y a quelques exceptions. Et il y en a quelques-unes, comme la brasine, qu'on est en train de développer comme nouvel édulcorant. Et enfin, je m'intéresse aussi à des composés qui peuvent modifier le goût, donc soit des inhibiteurs, la gourmarine, donc je vous en parlerai un petit peu, c'est une petite protéine qui a la capacité à inhiber le goût sucré, mais uniquement chez les rongeurs. On s'intéresse aussi à des bloqueurs d'amertume. Notamment, il y a un intérêt en ce moment pour bloquer l'amertume des protéines végétales. Tout le monde s'y intéresse. Donc, c'est un des aspects, notamment, qui est en plein développement. Et puis, vous avez peut-être entendu parler de la miraculine. C'est une protéine qui a la capacité de modifier le goût. Donc, on essaie de comprendre son mécanisme. Elle est capable de transformer le goût acide en goût sucré. C'est une protéine assez étonnante qu'il faut goûter, mais bon, je n'ai pas prévu d'en parler. Donc, ce que je vous propose au menu, c'est tout d'abord vous présenter la physiologie du goût. Donc, en gros, vous présenter comment ça fonctionne. Ensuite, je vais vous parler du goût sucré. J'enchaînerai ensuite sur la brasine, qui est cette petite protéine au goût sucré qu'on étudie au laboratoire. Ensuite, je vous parlerai de la perception des molécules amères. Et ensuite, je vous montrerai que ces récepteurs du goût, donc ils ont tout d'abord été identifiés en bouche, où on les attendait. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Ouais. Et ensuite, tu peux faire ton traitement? Oui. Non, mais il m'expliquait, parce que faut que je vérifie. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Merci. Donc, ces récepteurs, ensuite, ils ont été identifiés dans de nombreux tissus et organes en dehors de la bouche. Et en fait, ça a suscité l'intérêt pour des inhibiteurs du goût, tels que la gourmarine. Et je terminerai sur nos travaux sur la gourmarine. Donc, le goût, comment ça marche, tout d'abord? Quand on mange un aliment, nos 5 sens sont mis en éveil. Sans doute, le premier, c'est la vision. On dit qu'on mange tout d'abord avec les yeux. Il y a beaucoup d'expressions comme ça. On dit avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc, la vision, c'est extrêmement important. Et on dit que les chefs sont des grands artistes. Et c'est-à-dire, on le sait tous, la présentation est extrêmement importante. Mais en réalité, nos 5 sens sont mis en jeu. Donc, on a vu la vision. Il y a aussi le sens du toucher. Petite animation qui nous permet d'apprécier la température des boissons, par exemple, mais aussi d'apprécier l'aspect croustillant de céréales, par exemple. Ce qu'on soupçonne moins, c'est que le sens de l'olfaction est aussi important, de l'audition est important. On peut entendre, par exemple, le fin bruit de pétillement dans les boissons pétillantes, dans un verre de champagne, par exemple. Ce qui a été montré aussi, c'est que l'audition est vraiment importante et interagit avec les autres perceptions. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Charles Spence à l'université d'Oxford, où il a fait déguster des chips avec un casque. Et dans ce casque, il a envoyé en fait une sonorité plus ou moins importante de craquant de chips. Et ensuite, il a demandé d'évaluer. Et ce qu'il a montré, c'est que plus finalement le son craquant est important, plus les gens ont l'impression que les chips sont craquantes, voire fraîches. Donc ça vous montre bien l'interaction avec l'audition. Mais ce qui est vraiment le plus important, sans doute, pour la perception des aliments, c'est l'olfaction. Donc ça, c'est l'odorat, c'est la perception, on verra un tout petit peu, c'est la perception des molécules volatiles. Et puis, le goût, qui est la perception vraiment au sens propre, c'est-à-dire par les papilles gustatives. Alors, ce qu'il faut déjà bien distinguer, c'est l'olfaction de la gustation. Et souvent, il y a une confusion. Alors, si on prend une pomme, par exemple, qu'on sent cette pomme, j'en ai beaucoup d'animations, voilà. Vous avez vu, en fait, les molécules odorantes volatiles vont emprunter la voie en jaune, indiquée par la flèche jaune, qui est la voie orthonasale. Et donc, venir stimuler notre sens olfactif. Ça, c'est l'odeur de la pomme. Voilà. Et maintenant, encore, voilà. Et quand on mâche la pomme, donc sous l'effet de la mastication, dans la cavité buccale, il y a des molécules odorantes qui vont être aussi libérées et qui vont passer par l'arrière du voile du palais et emprunter donc cette flèche grise et stimuler aussi notre sens olfactif. Et souvent, ça, on ne l'imagine pas. Et en fait, pour montrer que c'est important, imaginez lorsque vous êtes enrhumé, qu'est-ce qui se passe? En fait, lié au rhume, vous produisez beaucoup de mucus. Ce mucus va bloquer
en fait, l'accès des molécules odorantes à votre système olfactif. En fait, on va dire qu'on n'a plus le goût. En fait, c'est exactement l'inverse. Finalement, on n'a que le goût, puisque finalement, la langue et les papilles sont tout à fait fonctionnelles. Et donc, on dit que le goût, c'est environ l'olfaction, c'est environ 75% de la perception des aliments. Donc ça, évidemment, c'est très dépendant d'un aliment à un autre. Et en fait, en français, finalement, le goût, ça comprend le sens de l'odorat et de l'olfaction. Maintenant, il y a un mot qu'on utilise de plus en plus, c'est le mot flaveur, qui est en fait l'odorat plus le goût. Alors, si on regarde maintenant ce goût au sens strict, donc il est perçu, vous le savez, à l'aide des papilles. Vous voyez sur la gauche, là, donc on a 4 types de papilles qui sont classées en fonction de leur morphologie, mais aussi en fonction de leur localisation sur la langue. Donc, elles contiennent toutes des bourgeons du goût, sauf les papilles filiformes, qui sont sur le dessus de la langue, qui sont sensibles à la texture et à la température. Maintenant, ici, vous pouvez voir donc, une papille caliciforme. Donc, ce sont ces grosses papilles qui sont situées à l'arrière de la langue, qui forment un V. Et donc, vous voyez, donc, elles sont ces papilles caliciformes en forme de calice avec un sillon. Dans ce sillon débouchent les bourgeons du goût. Et donc, dans ce sillon, il y a donc de la salive qui est produite par des glandes salivaires. Les molécules vont se solubiliser dans la salive et vont venir ensuite activer les bourgeons du goût. Donc, qu'est-ce qu'un bourgeon du goût? Vous voyez, c'est une structure sphérique composée d'environ 50 à 150 cellules. Et parmi ces cellules, on a ce qu'on appelle des cellules gustatives. Donc, ces cellules gustatives expriment à leur partie apicale les détecteurs du goût. Donc, les molécules sapides vont activer les détecteurs du goût. Ensuite, il y a la libération d'un neuromédiateur et l'apparition d'un signal nerveux qui va être ensuite envoyé vers le cerveau via 3 nerfs gustatifs principaux, qui sont la corde du tympan, le nerf glossopharyngien et le nerf vague. Ensuite, il y a un certain nombre de relais qui sont le noyau du tractus solitaire, l'hippocampe, hypothalamus, thalamus. C'est assez complexe pour aboutir à une perception consciente. Alors, vous savez certainement que l'être humain, comme la plupart des animaux, mais il y a des exceptions, je vais vous en donner un exemple, mais donc, sont capables de percevoir donc, 5 saveurs primaires ou fondamentales, donc le sucré, l'amer, l'acide et le salé. Donc, il y a une dernière saveur qui est un petit peu moins connue, qui est la saveur umami, qui est maintenant admise depuis une vingtaine d'années. Umami, en fait, c'est un mot japonais qui signifie délicieux. En fait, c'est la saveur caractéristique qui est générée par le L-glutamate. Donc, le L-glutamate étant le sel de l'acide glutamique, qui est un des 20 acides aminés. Mais le goût ne se résume pas à la simple combinaison de ces 5 saveurs. Il y a beaucoup d'autres perceptions gustatives. Alors, quelques exemples. L'astringence, cette sensation de sécheresse en bouche, qui est générée en général par les tanins ou les polyphénols. Donc, ça peut être le cas, par exemple, de noix fraîches, c'est la saison, une banane qui n'est pas mûre, ou d'un vin qui est très riche en polyphénols. On a aussi... Ah, d'accord. Est-ce que vous préférez que je réponde au fur et à mesure ou à la fin? Peut-être, d'accord, ça sera plus simple. On est aussi capable de percevoir la fraîcheur, par exemple du menthol, donc c'est aussi une perception. À l'inverse, on est sensible aussi au caractère épicé, de la moutarde, on connaît bien Dijon, le poivre, le piment par exemple, ou le wasabi. On parle aussi du goût métallique. Donc le goût métallique, il y a des fois un petit peu de confusion, on met sous ce terme beaucoup de choses, mais il y a par exemple des désédulcorants, comme l'aspartame, qui sont connus, tout le monde s'accorde à dire qu'ils ont un goût métallique. On parle du goût du gras aussi. Vous savez qu'il y a tout un débat actuel sur le fait que le goût du gras puisse constituer la 6e modalité gustative. Autre exemple, on parle du goût de réglisse aussi, c'est très particulier le goût de réglisse. Donc, certains proposent que ça pourrait être une perception à part. Le goût du calcium, donc pour nous, ça a un goût amer, le calcium, mais il y a beaucoup d'animaux qui sont attirés fortement par le calcium. Il y a des chiens, il y a aussi des rongeurs qui aiment beaucoup le calcium. Et enfin, le CO2. Le CO2, donc, ça intervient dans beaucoup de boissons pétillantes, et donc, voilà, c'est une perception gustative qui est extrêmement importante. Donc, pour faire très, très simple, ces perceptions, donc, ce ne sont pas des saveurs primaires, mais ce sont ce qu'on appelle des perceptions trigéminales. Donc, trigéminales, pourquoi? Parce qu'en fait, l'information neuronale est véhiculée via le nerf trijumeau,
qui est un nerf qui irrigue tout notre visage. Donc en fait, la flaveur, c'est l'odorat, le goût, plus la perception trigéminale. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur les 5 saveurs primaires. Vous voyez dans ce tableau sur la gauche donc les 5 saveurs. Une substance caractéristique, donc le saccharose pour le sucré, le chlore de sodium pour le salé, l'acide chlorhydrique pour l'acide, le L-glutamate pour l'umami, et puis la quinine pour l'amertume. Et ce que vous voyez juste à droite, c'est le seuil de détection exprimé en molarité. Et qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez voir qu'il y a une grande variation. D'un côté, on est très peu sensible au saccharose. Il faut 10 millimolaires pour activer le récepteur. D'ailleurs, ça pose plein de questions en termes de récepteurs. C'est très rare de trouver finalement des récepteurs spécifiques qui soient sensibles à des concentrations aussi fortes. Et d'un autre côté, vous voyez qu'on est très sensible à l'amertume, comme par exemple la quinine, qui n'est pas la molécule la plus amère et qu'on détecte à 8 micromolaires. Et en fait, derrière ces seuils, il y a une fonction physiologique. Alors, pourquoi est-ce qu'on est peu sensible au goût sucré? Parce que c'est une saveur qui est liée en fait, à la détection d'énergie qui est directement assimilable, telle que les sucres. C'est pour ça qu'on est naturellement attiré par le sucre. C'est normal d'être attiré par le sucre. La plupart des espèces animales sont aussi attirées par le sucre. Et c'est pour ça qu'il y a le système de récompense qui est activé. On parle maintenant d'addiction, mais sans doute de façon exagérée. Voilà, donc ça, c'est le sucre. De l'autre côté, on est très sensible à l'amertume. Pourquoi? Parce qu'on pense que le rôle du goût amer, c'est de nous protéger contre l'ingestion de molécules toxiques. Et donc, c'est pour ça qu'on doit être très sensible à l'amertume pour éviter de s'empoisonner. Donc, il faut dire, c'est qu'un enfant, par exemple, voire un bébé qui a quelques semaines, peu d'expérience gustative, on va lui donner du sucre, il va saliver. Et au contraire, si on lui donne une molécule amère, dans ce cas-là, il va faire un rejet à la grimace. C'est tout à fait normal. Et ce que l'on pense, c'est que les plantes, finalement, ont produit ces métabolites amers pour se protéger contre les herbivores, contre les insectes, aussi contre les parasites. Et ça, c'est assez amusant, parce que la plupart des molécules amères pour l'homme le sont, par exemple, pour les drosophiles. Ça veut dire qu'il y a vraiment un système conservé. Alors, on peut revenir à la diapositive suivante. Si on revient sur les 3 autres saveurs, donc le salé, on a besoin de sel pour le bon fonctionnement de notre organisme. On perd du sel dans la sueur, mais aussi dans notre urine. Donc, c'est normal pour maintenir notre équilibre électrolytique, finalement, d'être attiré par le sel. Il y a une particularité sur cette saveur, c'est la seule, finalement, qui, selon la concentration, entraîne un comportement différent, puisqu'à haute concentration, le sel peut être très aversif. Ceux qui ont fait des coloscopies, j'en fais partie, savent combien ça peut être très désagréable de boire du sel à très forte concentration. Pour l'acidité, on pense que c'est une façon d'évaluer la maturité des fruits. Ça peut être aussi un moyen de détecter une contamination microbienne, puisque de nombreux micro-organismes qui, en se développant, produisent des acides. Enfin, la saveur umami, on pense que c'est une façon de détecter des acides aminés et on pense que c'est une façon finalement indirecte de détecter des aliments qui sont riches en protéines. Alors, diapositive suivante. Alors, si on regarde maintenant un aliment ou plutôt une boisson, là j'ai choisi l'exemple de la bière, il y a un mélange extrêmement complexe de molécules. Donc ici, voici représentées quelques molécules odorantes, donc qui vont donner l'arôme, l'odeur de la bière. En plus, on va avoir des molécules qui donnent une certaine amertume à la bière. Ici, j'ai représenté 3 composés. Je peux citer l'humulone, qui est en fait produit par le houblon, qui est très responsable de cette amertume. On a aussi des composés d'animation acides, qui sont produits lors de la fermentation. Donc là, vous avez 3 exemples de molécules acides. On a quelques composés sucrés, tels que le maltose ou aussi la L-proline, qui donne aussi un léger goût sucré. Et enfin, on a une molécule principalement umami, la guanosine 5'-monophosphate, qui est en fait générée par la levure. C'est vraiment une saveur umami caractéristique. Donc vous voyez que finalement, dans une boisson, enfin, c'est un exemple d'un aliment ou d'une boisson, vous avez des composés extrêmement divers. D'ailleurs, certains composés aussi peuvent avoir plusieurs saveurs. Donc vous voyez qu'en combinant tout ça, l'animation suivante, on peut obtenir finalement des bières, des centaines de bières complètement différentes, en mettant tous ces composés à différentes concentrations. On va consommer avec modération.
Alors maintenant, je vais vous parler des récepteurs du goût. Donc ici, vous voyez donc les 5 saveurs fondamentales. Vous voyez la membrane et puis vous voyez donc les détecteurs du goût. Donc nous avons 2 classes de détecteurs du goût. Animation. Donc on a des canaux ioniques pour détecter l'acide et le salé. Pour détecter le sucré, l'amer et l'umami, nous avons des récepteurs couplés aux protéines G. C'est une grande famille de récepteurs qui partagent une architecture, un mécanisme d'activation qui est commun, qui implique une protéine G. Donc l'architecture, ce qui les caractérise, c'est les 7 domaines transmembranaires. Alors maintenant, si on regarde leur nombre, juste comme ça, pour votre information, pour détecter l'ensemble des molécules odorantes, on est équipé en gros de 400 récepteurs olfactifs. C'est un nombre assez conséquent et qui est bien corrélé aux milliers, voire millions de composés odorants. Pour le goût, c'est beaucoup plus simple. On va dire qu'on a une petite trentaine de récepteurs. Ça nous aide beaucoup pour faire les études sur les récepteurs, parce que manipuler 400 récepteurs, c'est énorme. Donc, on a un canal ionique pour le goût acide, un seul aussi pour le goût salé. Pour détecter l'ensemble des composés sucrés, on a un seul récepteur, ce qu'on appelle un hétérodimère, c'est-à-dire qu'il est formé de l'assemblage de T1R2 et T1R3. Pour l'umami, on a aussi un seul récepteur, formé de l'assemblage de T1R1 et T1R3. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une sous-unité commune, en vert, qui est la sous-unité T1R3. Et puis, pour détecter l'ensemble des molécules amères, on est équipé de 25 récepteurs qu'on appelle les tests de R. Et ce nombre 25, on en parlera un petit peu plus tard, c'est en accord aussi avec l'extrême diversité des molécules amères. Vous voyez, en tout, ça fait une petite trentaine. Donc maintenant, si on s'intéresse au goût sucré, donc ce récepteur, vous voyez ici, donc la structure n'a pas été résolue. Ça, c'est un modèle. Vous pouvez voir la membrane en bleu, les 7 domaines transmembranaires, caractéristiques des récepteurs G. Ce qui distingue ce récepteur, c'est la présence d'une extrémité N-terminale de grande taille qui forme 2 lobes. Et ces 2 lobes sont reliés à la partie transmembranaire par une petite région qu'on appelle riche en cystéine. Donc, diapositive suivante. Donc, là, il y a aussi des petites animations. Donc, comment ça fonctionne? Donc, le composé sucré va se lier au récepteur. Ce récepteur va changer de conformation sous l'effet de la liaison. Ensuite, il va y avoir activation de la protéine G hétérotrimérique, qui va entraîner l'activation de la phospholipase C-bêta-2, une enzyme membranaire. Il va entraîner la libération d'IP3 intracellulaire et qui va être à l'origine de l'ouverture d'un canal ionique qu'on appelle TRP-M5. Et donc, cette centrée d'ion qui va être à l'origine de la dépolarisation de la cellule. Voilà en gros comment ça fonctionne. Donc maintenant, on peut dire que les éléments de la cascade sont bien connus. Et la protéine G spécialisée dans le goût est appelée l'alpha-gusducine. Donc, ce récepteur unique, qui est formé de l'assemblage de 2 sous-unités, il est capable de détecter tous ces composés qui sont perçus comme étant sucrés par l'être humain. Et en fait, si vous regardez la structure, vous voyez que la structure de ces composés, vous voyez que c'est très, très varié. On a des sucres. Donc, certains acides aminés sont sucrés, comme la glycine, comme la L-proline. Il y a y compris des métaux qui peuvent être sucrés, comme le beryllium, qu'on appelait aussi dulcinium. Vous voyez en bas à gauche, la plupart des édulcorants qui sont sur le marché. Et donc, vous voyez des composés très, très différents. On peut noter donc, en bas à gauche le sucralose, qui est un dérivé chloré du saccharose. On en parlera un petit peu après. Il y a l'aspartame et le néotame, qui sont des dipeptides modifiés. Voilà. Donc, ça a été surprenant quand ce récepteur a été mis en évidence, parce qu'en fait, les chimistes avaient fait des relations structure-fonction et avaient imaginé qu'il y avait au moins 4 récepteurs pour arriver à détecter des molécules aussi diverses. Donc, quand ce récepteur a été identifié, d'abord, sa fonctionnalité a été testée avec des tests cellulaires qu'on utilise au laboratoire, que je vous présenterai tout à l'heure plus en détail. Donc, ici, vous voyez la réponse des cellules qui expriment le récepteur au goût sucré. Et donc, cette étude a montré que le récepteur était bien activé par les sucres naturels, par les acides aminés sucrés, par les protéines sucrées et par les édulcorants naturels et artificiels. Par contre, c'est bien un récepteur qui est spécifique du goût sucré, parce qu'il n'est pas activé par des composés amers tels que la quinine, le tryptophane ou dénatonium, pas activé par le sel, par de l'acidité ou par du L-glutamate. Ça a été la démonstration.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bonne corrélation entre les tests cellulaires, enfin les 12 réponses, disons, obtenues en tests cellulaires, et l'analyse sensorielle. Ce qui veut dire qu'il y a, enfin, disons que la perception, les principaux mécanismes se produisent au premier niveau de la détection, c'est-à-dire au niveau du récepteur. Alors, ce qui a été montré après, ce qui réconcilie tout ça, c'est que ce récepteur, il présente plusieurs sites de liaison que je vais vous décrire. Donc, il y a un site principal qui est situé entre les deux lobes de la sous-unité T1R2. Vous voyez, il y a de nombreux composés qui viennent se lier, notamment les sucres naturels, le sucralose, l'aspartame saccharine. Il y a le site numéro 2 qui a été mis en évidence entre les deux lobes de la sous-unité, du domaine terminal de la sous-unité T1R3. Vous voyez qu'il y a les sucres qui viennent se lier, mais aussi le sucralose, je vous le rappelle, qui est un dérivé chloré du saccharose. Ça a été une surprise de voir que le domaine transmembranaire de T1R3 est capable de lier quelques édulcorants tels que le cyclamate et la néospyridine d'hydrochalcone. Et enfin, il a été montré que le domaine transmembranaire de T1R2 est capable de lier certains composés sucrants tels que la périlartine et puis un autre composé qui a été obtenu par criblage. Donc voilà, donc il y a donc différents sites. On verra après, ça c'est intéressant parce qu'il y a des phénomènes de synergie entre les composés. Je vous illustrerai ça tout à l'heure. Alors je vous ai dit que la plupart des animaux étaient attirés par le goût sucré. Et il y a une exception, c'est le chat. Vous savez qu'on dit que les chats sont des fins gourmets. Effectivement, ils sont capables de percevoir les autres saveurs, telles que l'amertume, le salé ou l'acide. Par contre, ils sont incapables de percevoir le goût sucré. On n'attire jamais un chat avec un morceau de sucre. Par contre, ils ont un goût très développé. Donc, les autres sensations gustatives sont normales. Et donc, il y a une étude publiée en 2005, une étude génétique, qui a montré que le gène qui code la sous-unité T1R2, vous vous souvenez, c'est la sous-unité rouge qui est importante pour le goût sucré. Donc, le gène est devenu un pseudogène, c'est-à-dire que le gène n'aboutit pas à la production d'une protéine fonctionnelle. Et donc, ça, on l'observe aussi donc chez les autres félins, tigres, guepards, lions. Et en fait, on pense que les félins sont des carnivores stricts. Donc, en fait, ils n'ont pas du tout besoin de percevoir les sucres. Donc, du coup, il y a eu perte de ce gène. Alors maintenant, je vais vous parler de la braséine, qui est une petite protéine au goût sucré. Donc, jusqu'à maintenant, on connaît 5 protéines qui ont un goût sucré. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on dit qu'en général, une protéine pure n'a pas de saveur. Prenons l'exemple d'un blanc d'œuf. C'est-à-dire qu'un blanc d'œuf, ça n'a pas vraiment de saveur. On prend des protéines de lait purifiées, ça n'a pas vraiment de goût. Ce qui donne le goût, c'est souvent ce qui est associé, des polyphénols ou des peptides, des choses comme ça. Par contre, il y a quelques rares protéines, vous voyez 5 ici, qui ont un goût sucré. Alors, vous pouvez voir, leurs structures sont connues. Vous pouvez voir qu'il y a des petites protéines, il y a des hétérodimères, il y a des plus grosses protéines. Il n'y a pas de séquence d'homologie de séquence. Vous voyez qu'au niveau des structures secondaires, il peut y avoir des feuillets bêta, il peut y avoir des hélices. Elles n'ont pas de modification post-traductionnelle, ça c'est important, elles n'ont pas de glycosylation par exemple. Et elles viennent de plantes qui n'ont aucune apparenté phylogénétique. Et donc nous, on s'est intéressé à la braséine. Pourquoi? Parce que c'est donc une petite protéine, donc formée de 54 résidus en acides aminés. Il vient en fait de cette plante, là vous voyez le fruit de la plante, qui s'appelle Pentadipandra braseana. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est donc 500 fois plus sucrée que le saccharose. Et surtout, elle a un goût qui est très proche de celui du saccharose. Parce que par exemple, la tomatine qui est à l'agrément en fait, qui est utilisée, on peut en trouver par exemple, dans les chewing-gums. Elle a en fait un profil qu'on appelle temporel, très différent du saccharose. En fait, elle reste vraiment en goût. Donc, ça fonctionne dans des chewing-gums, mais sinon, c'est désagréable. Le profil, on est très, très sensible au profil temporel. Donc là, cette braséine, elle a un goût très proche de celui du saccharose. Si on regarde sa structure, il y a un petit peu. Ça marche, ça tourne. Donc ici, vous voyez la structure. Et vous voyez qu'il y a 4 ponts disulfure qui font que la protéine, elle est très, très compacte et stable au pH et à la température. Donc, le pH, c'est important si on veut en mettre dans cette boisson acide. Le cola, c'est en pH 3, donc c'est une protéine qui résiste. Et ensuite, elle est très stable à la température grâce à ces 4 ponts. Et ce qui a été montré, c'est qu'elle peut tenir 4 heures à 80 degrés.
qui est assez exceptionnel quand même pour une protéine. Et nous, on a fait des études de dénaturation, on voit qu'elle résiste même jusqu'à 100 degrés. Donc, en termes d'application agroalimentaire, c'est extrêmement intéressant. Donc, elle est consommée depuis très, très longtemps. Donc, disons qu'elle est très bien pour des applications en agroalimentaire. Le gros problème, c'est qu'il est très difficile de cultiver cette plante. Donc, c'est ça qui limite son utilisation. Là, je vous montrerai comment on peut faire. Donc, en ce qui concerne le mécanisme d'activation du récepteur, la braséine, c'est énorme par rapport à toutes les autres petites molécules que je vous ai montrées. Donc, en fait, ne vient pas se mettre dans les 4 sites que je vous ai décrits. Il y a ce modèle qui a été proposé, mais bon, ce n'est sans doute pas le modèle exact. On pense qu'une interaction se ferait plutôt avec les régions riches en cystéine, à l'interface sans doute entre les 2 sous-unités. Mais ce mécanisme reste à élucider. Alors nous, ce qu'on a fait, puisqu'on ne peut pas obtenir cette protéine facilement de la plante, il y a un moyen qui consiste à l'utiliser à l'exprimer de façon hétérologue. Donc pour cela, on a utilisé la levure Pichia-Pasteuriste, que connaît bien Jean-Claude, hein, on avait exprimé avant d'autres protéines. Et ça marche toujours bien, ça ne marche pas à tous les coups. Donc l'intérêt de cette levure, elle est capable de croître, de se développer sur des milieux simples et économiques. On peut faire à la fois du fermenteur, mais aussi de la culture en herlaine. Donc, il n'y a pas de pathogénicité ni de toxicité, elle a ce qu'on appelle le statut gras, donc ça c'est important. Il peut y avoir une expression à des niveaux qui sont assez importants. Ça c'est très dépendant d'une protéine à une autre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est capable de sécréter dans le milieu la protéine, ce qui facilite énormément la purification. Les coûts de purification sont supérieurs aux coûts de production. Enfin, maintenant on connaît le génome, on peut faire énormément de choses avec cette levure. Donc nous, ce qu'on a montré, c'est qu'on était capable de produire cette braséine. Donc vous voyez ici sur la gauche l'électrophorèse qui vous montre l'accumulation au cours du temps de la braséine dans le milieu de culture. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette levure produit très peu de ses propres protéines. Ce qui fait que vous voyez que la protéine elle est quasiment pure. En fait, il faut ensuite éliminer les pigments ou les composés comme ça qui sont en surdation de culture. Donc on l'a purifiée, cette braséine. En fait, il y a différentes formes, mais là, je vais là-dessus. On a fait l'analyse en spectro de masse et on a ensuite montré, donc, par analyse sensorielle, qu'elle était sucrée. Et puis, on a fait des tests cellulaires. C'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc, le test cellulaire, ça consiste donc à cultiver des cellules de type HEK 293, qui sont des cellules qui sont faciles à cultiver, qui n'expriment naturellement pas de récepteur du goût. Donc, ensuite, on va intégrer, injecter des plasmides dans ces cellules. Ces plasmides vont coder pour les 2 sous-unités du récepteur qui vont venir s'assembler dans la membrane plasmique. Ensuite, ces cellules, on va les charger avec une sonde calcique, comme par exemple le fluo4, vous voyez, qui va pénétrer dans la cellule. Et ensuite, quand on va stimuler le récepteur, on va entraîner la libération de calcium intracellulaire, vous voyez, qui est stocké en fait dans le réticulum sarcoplasmique. Et ce calcium va se lier à la sonde plastique. On va donc mesurer une élévation de calcium. Donc, si les cellules fluorescent, c'est que le récepteur est activé. Donc, pour cela, on utilise donc des plaques 96 puits. Donc, on cultive les cellules dans des plaques. Ensuite, on les transfecte. La transfection, c'est le fait d'intégrer les plasmides dans les cellules. Ensuite, on va appliquer la sonde fluorescente. On va laver. Et puis, vous voyez cet appareil ici. Il va injecter. Donc, celui-là, il injecte colonne par colonne les composés. Et puis ensuite, il va mesurer la fluorescence en cinétique. Diapositive suivante. Donc, voilà, puis aussi. Donc là, vous voyez l'injection d'un composé sucré dans un puits. Et vous voyez la cinétique de fluorescence. Donc, sous l'effet de l'injection, il va y avoir une augmentation de fluorescence. Ensuite, cette fluorescence va redescendre. Et donc, en mesurant l'intensité du maximum, on peut ensuite, en faisant des doses-réponses, obtenir cette courbe caractéristique qu'on a obtenue avec le sucralose. Et vous voyez en rouge les réponses des cellules. Donc, à partir de cette courbe, on peut déterminer un paramètre qu'on appelle le C50. C'est la concentration qui va entraîner la demi-activation maximale du récepteur. On utilise toujours des cellules contrôle, ça c'est important, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un artefact. Donc, vous voyez que les cellules qui ont subi en fait la même manipulation et qui n'expriment pas le récepteur, noir, ici ne montrent pas de réponse.
Donc, c'est comme ça qu'on a montré que cette brasine recombinante était capable d'activer les récepteurs avec des doses-réponses qui étaient en accord avec le pouvoir sucrant qui avait été déterminé avant sur la protéine naturelle. Et puis, il y a aussi des analyses sensorielles qui ont été faites. Ensuite, ce travail, ça a été poursuivi donc, avec une société de biotechnologie allemande qui s'appelle Brain, où là, on a produit des variants. Disons, quand on avait publié cet article-là, on était à 100 mg par litre de culture. C'est pas mal pour faire de la recherche, mais en termes d'application, c'est beaucoup trop bas. Et là, on est arrivé au moins à 5, voire 10 grammes par litre. En sélectionnant des levures, bon, c'est vraiment un métier. En sélectionnant des souches, on a optimisé les gènes, on a fait pas mal de travail. On a fait aussi des mutants, qui préfèrent appeler variants, parce qu'effectivement, c'est une protéine qui est issue d'un OGM, donc ça pose des questions. Ça peut en interroger certains. Donc, on a fait des variants qui étaient plus sucrés. On a pu faire aussi des variants qui avaient perdu le côté sucré, mais qui avaient un intérêt pour faire des synergies avec les sucres, par exemple. Là, il y a des brevets qui sont en cours de rédaction. Alors, je vous ai dit qu'il y avait donc des sites multiples de liaison, une petite animation, et je voudrais vous montrer un phénomène de synergie qui était connu depuis longtemps entre le sucralose, qui vous voyez se met sur le site 1 et sur le site 2, et le cyclamate qui vient se lier sur le site 3. Donc, vous regardez la courbe suivante, l'animation suivante. Ici, donc, vous avez la courbe dose-réponse du sucralose en rose. Animation suivante. Le cyclamate avec la courbe dose-réponse en vert, donc il en faut un petit peu plus. Le cyclamate a un pouvoir sucrant moins important, donc il en faut un peu plus pour obtenir l'activation du récepteur, c'est normal. Et maintenant, si on fait une courbe dose-réponse du sucralose en présence d'un petit peu de cyclamate, vous voyez qu'on a un décalage complet de la courbe dose-réponse. Ça, c'est caractéristique d'un phénomène de synergie. Et ça, c'est lié au phénomène allostérique, des phénomènes qui sont bien connus en biochimie des protéines. Donc là, maintenant, on a des projets pour essayer d'étudier des mélanges de nouveaux édulcorants. Ça peut devenir une stratégie intéressante pour réduire la quantité de sucre. Alors maintenant, je vais vous parler du goût amer. Alors là, ce qui est sur cette diapositive, j'ai voulu représenter quelques exemples de structures de composés amers, des composés qui ont aussi des origines variées. Donc là, vous pouvez voir que ça peut être des petites molécules. Je vous ai dit tout à l'heure que le calcium avait un goût amer, par exemple. Vous voyez, c'est une petite molécule. Le potassium, par exemple, a un goût amer. Alors, vous savez qu'on consomme trop de sel, donc le chlore de potassium est intéressant comme substitut. Et ce qui limite son utilisation, c'est le fait qu'il soit amer. Vous avez l'exemple d'une molécule un peu plus grosse telle que la strychnine, vous voyez, qui est donc un poison violent, donc 334 Dalton. Et donc, dans les plus grosses molécules, en fait, ce sont les peptides. Là, il y a un intérêt de plus en plus grandissant pour les peptides, avec le développement des protéines végétales. Donc, ces molécules amères, donc, vous voyez donc des structures variées, des tailles variées et des origines assez variées. Donc, beaucoup viennent de plantes, mais on peut aussi en avoir produit par les micro-organismes. Il y a l'exemple d'un antibiotique, le chloramphénicol, qui a un goût amer. Et aussi, on en trouve aussi dans les champignons, dans les moisissures. Il y a beaucoup d'origines assez variées. Donc, ce sont des protéines qui peuvent être, pardon, ce sont des molécules qui peuvent être naturelles, mais qui peuvent être aussi synthétiques. Donc, il y a beaucoup de médicaments. Alors, le diphénidol, c'est un antivomitif. On en parlera un petit peu après. Donc, il y a beaucoup de médicaments, vous le savez, qui ont un goût amer. Et il y a un composé, donc c'est l'édantonium benzoate, qui est non toxique et donc de synthèse, qui est un agent donc extrêmement amer. Vous voyez qu'on peut détecter une concentration de 5-10 puissance moins 10 molaires. C'est extrêmement faible. En fait, il est très aversif, ce qui fait qu'on l'utilise dans des cosmétiques, dans des parfums, dans des engrais. En fait, c'est pour éviter que les enfants en consomment. Donc, c'est un des composés qui est le plus amer. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'indiquer qu'il y a des composés toxiques qui sont amers, mais il y a de nombreux composés qui sont amers, qui ne sont pas pour autant toxiques, et même certains ont des vertus très intéressantes. Heureusement, comme les polyphénols, par exemple. C'est pour ça que l'idée d'associer toxicité et amertume, c'est quand même à prendre avec des pincettes. Donc, vous voyez ici quelques exemples de molécules amères. Donc, on parlait tout à l'heure de l'amertume de l'endive. Vous voyez ici la lactucine, donc, qui donne cette amertume un peu particulière. Donc, les endives sont un petit peu moins amères maintenant avec la sélection, mais dans la ricorée, par exemple, qui donne une amertume intéressante, c'est la lactucine.
Vous voyez aussi l'exemple des glycosinates qui sont responsables de l'amertume de la roquette. Quelques exemples. Et puis aussi le stévioside, donc, qui est un édulcorant, hein, donc, qui active le récepteur au goût sucré et qui a ensuite cet arrière-goût amer. Donc on comprend bien pourquoi les édulcorants finalement ont beaucoup ce défaut d'amertume, parce qu'en fait on a un système de détection de l'amertume qui est extrêmement développé. Donc on a le goût sucré qui masque au départ l'amertume. Ensuite, ce qui va rester en bouche, c'est ce goût amer qui est plutôt désagréable. Alors en termes de détection, donc, on est équipé de 25 récepteurs. Donc ce nombre important, c'est en accord avec cette grande diversité. Vous voyez ici donc, un modèle grossier. Hein. C'est un récepteur couplé aux protéines G de classe A. Vous voyez qu'il n'y a pas de domaine extra-membranaire. C'est vraiment le cœur du récepteur qui est d'animation, qui contient en fait la poche de liaison. Donc, dans ce cas-là, on a une molécule amère qui va activer. Mais on peut aussi avoir donc, un composé qui vient bloquer la poche du récepteur. Et dans ce cas-là, c'est intéressant parce qu'on a un masquant d'amertume. Donc ça, c'est bien connu, hein, puisque oui, ce que je voulais vous dire, c'est que les récepteurs couplés aux protéines G, donc, actuellement, il y a 50% des médicaments qui ciblent ces récepteurs. En fait, les approches qu'on utilise, c'est des approches qui sont utilisées dans la pharmacologie. Et en pharmacie, on s'intéresse beaucoup aux inhibiteurs. Donc finalement, trouver des inhibiteurs du goût amer ou du goût sucré, finalement, c'est tout à fait logique. Voilà, dans ce cas-là, on a des masquants d'amertume. Donc là, je vous ai mis une référence. Il y a quelques masquants d'amertume qui ont été décrits. Il y a pas mal de travaux là-dessus, maintenant, pour essayer de bloquer l'amertume d'édulcorants ou notamment de plantes, protéines de plantes amères. Donc, comment finalement fonctionnent ces 25 récepteurs? Donc là, c'est une figure que j'ai tirée d'un article qui fait référence, publié par l'équipe du professeur Meyerhoff. Dans cette étude, ils ont testé 104 composés amers. Ils ont gardé la réponse des 25 récepteurs. Donc, dans ces composés amers, il y en a à peu près 50% qui sont des composés naturels. Et l'autre moitié, ce sont des vitamines, médicaments, de façon à couvrir vraiment une large gamme de composés chimiques. Et donc, ils ont montré qu'il y avait, ils ont 4 catégories de récepteurs. On a des récepteurs à spectre large. Vous voyez ces 3 récepteurs ici, qui sont activés par environ 30% des composés. Donc, comme 34, c'est 34 composés amers qui vont activer ces récepteurs. Donc, ceux-là, ils sont à spectre large. Ensuite, on a des récepteurs à spectre intermédiaire. On a à peu près 10% des récepteurs qui sont activés. On a ensuite, il y a 2 exemples, ce sont des récepteurs qui sont spécifiques de certaines fonctions chimiques. Donc là, il y a le 16 qui a été mis en évidence et le 38. Il y a des récepteurs qui sont vraiment à spécificité étroite, où il y a quelques composés qui sont connus comme étant responsables de les activer. Et puis enfin, il y a quelques récepteurs qui sont appelés donc orphelins. Donc ça veut dire que pour l'instant, on n'a pas identifié de composés amers capables de les activer. Donc maintenant, si on se place de l'autre côté, c'est-à-dire si on regarde quel est le nombre de récepteurs amers, on regarde pour un composé amer, là, c'est aussi très, très variable. Donc la théobromine, par exemple, va activer un seul récepteur à l'amertume. La caféine va en activer 5. Et le diphénidol, donc, qui est un médicament, lui, il est capable d'en activer une quinzaine. Donc, ce qui a été montré, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre de récepteurs activés et l'importance de l'amertume, de l'intensité de l'amertume. Donc, vous voyez, ce test cellulaire, donc, du coup, il devient intéressant. Donc, nous, au laboratoire, donc, on a les plasmides qui permettent d'exprimer les 25 récepteurs. Donc, on peut identifier quel est le récepteur activé pour une molécule donnée. On peut identifier des composés amers après séparation en chromatographie. Ça, c'est d'autant plus intéressant si on utilise des solvants, ce qui est quasiment incontournable. On ne pourrait pas donner ça à des panels de dégustation. Donc là, on peut mettre sur les cellules. On peut faire des doses-réponses. On peut identifier des composés donc avant analyse sensorielle. Et on peut aussi tester des composés amers. Donc voici, bon, ça c'est un exemple. Vous voyez donc les réponses d'un récepteur. Donc là, c'est des choses qui ne sont pas publiées, qui ont été faites en partenariat industriel, donc je ne peux pas en dire trop, mais ici, la réponse d'un récepteur à un antibiotique. Et ensuite, on a donc co-injecté le composé avec un inhibiteur. Et vous voyez qu'on diminue la réponse du récepteur.
diapositive suivante. Donc ça, cette fois-ci, c'est en dose réponse. Vous voyez la dose réponse du récepteur en absence d'inhibiteur. Et si on met des concentrations croissantes, donc c'est les animations, voilà, en inhibiteur, vous voyez qu'on diminue énormément en animation, jusqu'à supprimer complètement l'activation du récepteur. Donc là, la difficulté, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart du temps, il y a plusieurs récepteurs qui sont mis en jeu. Et ça veut dire qu'il faut plusieurs inhibiteurs. Enfin, tout dépend en fait de ce qu'on veut inhiber. Mais c'est quand même pas si simple que ça. Voilà, dans ce cas-là, on a un masquant d'amertume. Et donc ça peut être intéressant en termes d'application. Donc, pour vous donner quelques illustrations de projets industriels, donc nous, on s'est intéressé avec la société Bayer au mauvais goût des minéraux, des vitamines, aussi des acides aminés, donc qui sont présents dans des compléments nutritionnels. Donc, eux, ils produisent le Berocca. Il y a pas mal de publicité en ce moment pour le Berocca. Et en fait, nombreux minéraux ont très mauvais goût et certaines vitamines sont aussi très, très amères. Donc, après, ils développent aussi des stratégies de masquage avec des édulcorants, avec des arômes aussi qui ont plus ou moins bien. Donc, nous, on a pu identifier les récepteurs qui étaient activés, par exemple, par certaines vitamines. On s'intéresse aussi donc, aux défauts de protéines végétales pour essayer d'identifier donc, les composés amers. Donc, ça, c'est le point de vue sapide. On s'intéresse aussi à la partie olfactive. Par exemple, le pois, ça a une odeur verte. Il y a beaucoup de protéines végétales qui ont aussi des odeurs. J'en parle pas aussi, mais on s'y intéresse. Donc là, l'objectif, c'est d'augmenter l'acceptabilité de ces plantes, de ces protéines de plantes qui sont en plein développement. On travaille avec la société Souffle. Et donc, je vous ai montré donc, le premier appareillage qu'on avait pu acquérir. Et donc là, maintenant, on a acheté cet appareil, donc en fait, qui est beaucoup plus sensible. Donc ça, c'est issu de l'industrie pharmaceutique. Et ça, la différence avec le matériel précédent, où on injectait colonne par colonne, là, on injecte complètement la plaque. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est un appareil qui est un peu plus sensible aussi, qui a une caméra haute performance. Et donc, bon, disons que la difficulté, c'est le coût. On est dépendant des... En ce moment, il y a une rupture sur les plaques. Il y a un problème sur le plastique. On doit aussi acheter les cônes. Donc, en fait, tout ça, ça coûte une petite fortune. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien et c'est très intéressant. Donc, maintenant, je voudrais vous parler des récepteurs. Donc, je vous l'ai dit, donc, ont été identifiés dans la bouche. Ça, c'est normal, où on les attendait. Et ensuite, au fil des années, ils ont été identifiés dans de nombreux tissus et organes. Donc là, vous voyez quelques exemples d'expression du récepteur au goût sucré, aussi amer. Et puis, dans certains tissus, on a aussi la co-expression des deux types de récepteurs. Et souvent, dans les récepteurs amers, ce n'est que quelques-uns spécifiques. Vous voyez, il y en a même, y compris dans le cerveau. Alors, si on regarde le récepteur diapositive suivante au goût sucré, donc vous voyez qu'il est exprimé dans le cerveau, dans le cœur, dans l'estomac, au niveau de l'intestin, au niveau des tissus adipeux et au niveau des os, et je vous en passe. Donc, il y a à la fois il peut y avoir une des deux sous-unités qui est exprimée, T1R3, il peut y avoir les deux sous-unités. Et à chaque fois, ce qui a été montré, c'est qu'il y avait aussi la cascade de signalisation que je vous ai montré tout à l'heure, qui conforte bien le rôle fonctionnel. Et donc, ce que l'on pense, c'est que ce récepteur, finalement, il est utilisé en bouche pour nous permettre de détecter les sucres, fonction primaire. Et ensuite, il est réutilisé dans le corps, finalement, pour détecter le glucose. Et on pense qu'il a un rôle dans la régulation métabolique. Donc, quelques exemples pour vous illustrer ça. Donc, ce qui a été montré donc, au niveau de l'intestin, c'est que l'activation du récepteur va entraîner la libération d'hormones de satiété, GLP-1 et GIP. En même temps, il va y avoir surexpression d'un transporteur de glucose qui est en fait exprimé à un niveau limitant, qui va augmenter l'absorption du glucose. Au niveau du pancréas, donc c'est un peu plus complexe, mais ce qui a été montré, c'est qu'il intervient dans la cinétique de libération de l'insuline. Donc là, ça vous montre bien qu'il y a, du coup, ça soulève un autre plan de recherche, notamment l'impact. Déjà, ça pose plein de questions sur l'impact des édulcorants sur la santé. Et ensuite, ça intéresse pour utiliser le récepteur comme cible pour lutter contre le diabète et contre l'obésité. Et donc, quelques illustrations, diapositive suivante, sur d'autres expressions dans les tissus. Donc, au niveau des tissus adipeux, il a été montré des cellules, des souris qui sont invalidées génétiquement
pour les 2 sous-unités du récepteur du goût sucré, ont une adiposité réduite, des adipocytes de plus petite taille. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'au niveau des adipocytes, il y a du coup détection d'une élévation par exemple, de glucose. Donc, du coup, le message, c'est de stocker qui est l'énergie. Donc, c'est assez logique, d'où le problème potentiel des édulcorants. Dans le cerveau, on ne connaît pas très bien, mais on pense qu'il est impliqué dans l'homéostasie glucidique, qui est extrêmement important. Et puis d'autres exemples, donc il a été montré donc, au niveau de la vessie, où l'activation par des édulcorants entraîne la contraction des muscles de la vessie. Il a été aussi montré exprimé dans les testicules, où il serait d'ailleurs lié à la stérilité mâle. Et puis, donc, son rôle n'est pas encore connu dans bien d'autres tissus comme le cœur, l'estomac, etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, soit il y a les 2 sous-unités, soit parfois il y a le T1R3, qui on pense est capable de s'assembler sous forme d'homodimère. Et en fait, lui, il est capable de répondre au sucre et au sucralose, qui est un dérivé chloré. Mais par contre, il en faut beaucoup plus pour l'activer. Il lui manque T1R2 qui lui donne la sensibilité. Donc, tous ces travaux-là ont suscité l'intérêt du coup pour les édulcorants, pour essayer de comprendre, pour les inhibiteurs du mélange, tels que la gourmarine. La gourmarine, donc, c'est une petite protéine qui a la capacité de supprimer le goût sucré. Donc, cette gourmarine, donc, elle est isolée de cette plante indienne qu'on appelle Gymnema sylvestre. Donc, elle fait 35 résidus en acides aminés, 3 ponts disulfure. Donc, c'est une petite protéine, on verra sa structure. Et ce qui est important à signaler, c'est qu'elle est capable d'inhiber le goût sucré, mais uniquement chez les rongeurs. Et ce qui est très surprenant, c'est que dans cette plante, donc elle est présente dans les racines essentiellement, et dans les feuilles, on a de l'acide gymnénique, qui est un petit composé dont vous voyez la structure, qui est un inhibiteur du goût sucré chez l'être humain. C'est vraiment surprenant que dans cette plante, on ait à la fois ces 2 types d'inhibiteurs. C'est vraiment une question étonnante. D'ailleurs, cette plante, aussi pour la petite histoire, elle était utilisée dans la pharmacopée indienne pour traiter le diabète. Donc ici, ce que vous voyez, c'est des réponses neuronales donc je crois que c'est chez le rat. Vous voyez en haut donc, la réponse à différents composés, composés salés, le saccharose, le glucose, la glycine. Là, je ne vois plus ce qu'il y a après, mais il y a la quinine. Donc, vous voyez en haut la réponse en absence de gourmarine, et puis de l'acide HCl. Et ensuite, donc, si on fait une préapplication de gourmarine, là, il y a une petite annulation, voilà. Vous voyez qu'il y a une suppression de réponse neuronale. Donc, cette petite protéine, elle est donc du coup très intéressante pour étudier le rôle de ces récepteurs chez le rat. En fait, la grosse difficulté, c'est arriver à se la produire, notamment d'obtenir les plantes. Ensuite, il faut purifier de la plante, etc. Donc là, on a ressorti notre système de production voilà, préféré. Et il s'est avéré que ça permettait aussi de bien exprimer la gourmarine. Donc, on l'a purifiée. On l'a caractérisé par spectro de masse, par RMN, par aussi dichroïsme circulaire. Et ensuite, on a testé son activité. Voilà, ici. Donc, vous voyez, en fait, donc on a testé. Donc, MOXEL, c'est des cellules qui ont subi le même traitement, mais qui n'expriment pas les récepteurs du goût sucré. Au milieu, vous avez la réponse du récepteur humain TNR2, TNR3. Sur la droite, c'est la réponse du récepteur de rat. On a testé 3 composés sucrés, le saccharose, saccharine et sucralose. Et vous voyez donc en noir, c'est quand on applique simplement le tampon. En rouge, c'est le composé sucré, en absence de gourmarine. Et puis en vert, c'est la réponse lorsqu'il y a une pré-incubation de gourmarine. Donc, qu'est-ce que vous pouvez voir donc, au milieu? Le récepteur humain, donc, il répond bien aux 3 composés sucrés. Donc, ça, c'est les réponses en rouge. Par contre, si on fait une pré-application de gourmarine, il n'y a pas de modification de réponse, il n'y a pas d'inhibition, le récepteur répond toujours. Par contre, si vous regardez la réponse du récepteur de rat, vous pouvez voir que la courbe verte voilà, montre qu'il y a donc une inhibition complète, qui montre bien que la gourmarine est capable d'inhiber ce récepteur, et c'est spécifique du récepteur de rat. Donc, on a fait des doses réponses et on a une inhibition, donc vous voyez, qui est causée à 0,033 microgrammes par ml. Et en fait, ça, c'est du nanomolaire. On a vraiment une très, très belle inhibition.
Donc, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment agit finalement cette gourmarine. Donc là, simplement en faisant des co-expressions de récepteurs de rat, c'est-à-dire la sous-unité humaine TAR2 humaine, TAR3 de rat et vice-versa, on a pu montrer que c'était le TAR3 qui est en fait la cible de l'inhibition. C'est pour ça que d'ailleurs cette gourmarine est capable d'inhiber aussi le goût umami. Ça n'a pas été testé en premier article, mais maintenant on le sait. Du coup, on l'a utilisé pour inhiber un récepteur au goût umami dans l'intestin. Donc, ce qu'on a fait ensuite pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment fonctionnait cette gourmarine, on l'a cristallisée. Voilà. Vous voyez donc la structure de cette gourmarine, en petites protéines aussi très très compactes. Ce qu'on a remarqué, c'est sur l'image de droite, c'est qu'il y a une zone, en fait, ici, qui est hydrophobe. Qui est tout en rouge, ce sont des résidus hydrophobes. Et on s'est rendu compte aussi que c'était une zone qui était très mobile. Donc, on s'est intéressé à cette zone et on a proposé qu'elle pouvait être impliquée dans l'interaction avec le récepteur. Donc, diapositive suivante. Donc, oui, alors, ce qu'on a fait, c'est de la mutagénèse dirigée. On a substitué donc, ces résidus hydrophobes par une alanine. Donc, ensuite, on a produit ces différents mutants. Donc, vous voyez, on a substitué donc, une leucine, une tyrosine et puis 2 tryptophanes. Donc, on a exprimé ces mutants. On les a ensuite caractérisés. On a mesuré la structure secondaire. Et ensuite, on les a testés. Diapositive suivante. Et donc, vous voyez, donc sur la gauche, c'est en absence de gourmarine. Ensuite, c'est la sauvage, wild type. Ensuite, il y a le mutant, donc, où la leucine 9 a été substituée par une alanine. Ensuite, il y a la tyrosine 14, le tryptophane 28 et 29. Donc, en haut, vous voyez la réponse des récepteurs lorsqu'on applique la gourmarine. Donc, il n'y a pas d'activation des récepteurs. C'est bien, normal. Et en bas, vous voyez l'activation par la saccharine. Donc, sur la gauche, donc en absence de gourmarine, il y a bien réponse du récepteur. Si on met la protéine sauvage, il y a bien une inhibition complète. Vous voyez que lorsqu'on substitue la leucine et la tyrosine, on a une faible activation, donc ce qui veut dire que ça ne suffit pas finalement à bloquer les propriétés d'inhibition. Par contre, vous voyez que si on modifie les 2 tryptophanes, dans ce cas-là, il y a réponse qui est restaurée. Ce qui veut dire que la protéine a perdu sa capacité à inhiber le récepteur. Donc, on avait proposé au départ ces 2 modèles d'inhibition. Donc, dans le modèle à gauche, en fait, on avait proposé que la gourmarine allait se mettre sur le sommet à l'interface entre les 2 sous-unités. Et on avait proposé que la gourmarine puisse se mettre entre les 2 lobes de la sous-unité TAR3. Et en fait, voilà, ce qu'on a montré maintenant, donc je fais l'histoire assez courte, mais donc en faisant d'autres mutants de la gourmarine, mais aussi des mutants du récepteur, c'est qu'en fait, c'est ce modèle qui est vrai, où la gourmarine vient se mettre vraiment, bloc, en fait, fait un effet cale finalement entre les 2 lobes de la sous-unité TAR3. Et ce qui est très amusant, c'est que vous voyez la petite séquence en jaune au-dessus, et en fait, cette petite séquence-là, elle est absente chez l'être humain. C'est pour ça que le récepteur humain en fait, perd la capacité d'être inhibé. Voilà. Donc, pour conclure cette partie, puis ça va être la fin de mon exposé. Donc, on sait maintenant que ces récepteurs sont exprimés donc au goût sucré et amer dans de nombreux tissus et organes, y compris dans la peau. Donc, ça soulève plein de questions. Donc, le récepteur au goût sucré, donc, il est impliqué sans doute dans le contrôle métabolique. Donc, c'est pour ça qu'il est exprimé au niveau de l'intestin. Donc, ça pose aussi des questions sur le rôle de ces récepteurs dans l'interaction avec le microbiote. Ça s'intéresse beaucoup au microbiote. Donc, là, on a des projets là-dessus avec l'équipe de Juan Josas. Et puis, on pense que ça peut être une cible intéressante pour lutter contre le diabète et l'obésité. Donc, je voudrais remercier donc, très rapidement les collaborateurs allemands avec qui on a fait les travaux sur la braséine et la gourmarine. Et si vous voyez une photo de mon équipe, sous la pluie, donc quelques financeurs. Et puis, oui, j'en profite, donc la diapositive suivante, pour faire un petit peu de promo, si vous m'autorisez. Donc, au sujet de mon livre qui est sorti l'année dernière, je crois que Jean-Claude avait déposé quelques flyers. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le goût, donc n'hésitez pas. Donc, c'est un livre qui est paru aux éditions Quae. On peut facilement se fournir, donc soit sur le site Quae, soit sur la FNAC, par exemple. Et enfin, donc, je voudrais vous remercier pour votre attention. Merci à nouveau Jean-Claude pour m'avoir invité à faire cette présentation.